vais vous parler d'hélicithérapie. Pour pouvoir vous parler d'hélicithérapie, il va falloir que je vous présente un petit animal assez exceptionnel qui a ses yeux au bout des cornes, qui a 4 lèvres autour de la bouche, plus de 15 000 dents, il boit par la peau, il pond par la tête, il avance doucement mais ne recule jamais. Ah oui, il est exceptionnel. Il n'a ni poils, ni plumes, ni écailles pour se protéger. Et pourtant, c'est un escargot et c'est le petit animal que l'on va présenter aujourd'hui. Parce que l'hélicithérapie, ce sont tous les bienfaits de l'escargot, Helix, dans la thérapie. Alors, pour bien vous présenter l'escargot, déjà, je vais vous présenter son évolution et depuis quand il est apparu sur Terre. Il est apparu depuis 540 millions d'années sur Terre, ce qui veut dire qu'il était présent sur Terre 200 millions d'années avant les dinosaures. Et on sait qu'en biomimétisme, un animal qui a passé une aussi grande évolution naturelle et qui a survécu à tous ces bouleversements, normalement est bien adapté à la vie. Donc 540 millions d'années d'évolution naturelle. Et alors en plus, il a passé toute cette évolution naturelle avec, pour seul moyen de défense, se recroqueviller dans sa coquille et faire des bulles dans son mucus. Autant vous dire que comme système de défense, ça paraît un peu court. Et pourtant, 540 millions d'années qu'il est là. Après, il a colonisé absolument toute la Terre. C'est-à-dire que vous en retrouvez dans des eaux polaires, dans des lacs, des rivières, sur la Terre évidemment, et même dans des déserts jusqu'à plus 65 degrés. Il est capable de résister donc à de très fortes chaleurs. On a à peu près 100 000 espèces d'escargots. Et ce qu'on appelle escargot, c'est un mollusque à coquille avec des poumons, donc avec une possibilité de respirer. D'accord ? La présentation de l'escargot, elle est importante, et pour bien vous parler de l'escargot, il va falloir que je vous parle de son mucus, puisque nous, c'est ce qui nous intéresse dans l'hélicithérapie, le mucus de l'escargot, et ce mucus, il s'en sert pour beaucoup de choses, notamment déjà dans un premier temps pour avancer, par mouvement de reptation vers l'avant. Donc en fait, quand on dit que l'escargot avance doucement mais ne recule jamais, c'est parce que tout simplement, il n'a pas de marche arrière, il ne sait pas reculer, il ne sait que avancer. Donc ça, c'est quand même déjà un truc qui est assez sympa parce que ça avance doucement, mais ça ne recule pas. Quand il est en pleine puissance, il avance à peu près à 7 ou 9 cm par minute, ce qui fait un bon 0,5 km/h bourré de vitamines. Donc autant vous dire que vous voyez, ce n'est pas spécialement sa force d'aller très vite. Et son mucus de reptation, donc, c'est un mucus qui va le permettre de se protéger de son substrat sur lequel il avance. Et il est tellement efficace, ce mucus, que même s'il avance sur une lame de rasoir super tranchante, il ne va pas se couper. Donc il a vraiment une capacité de se protéger des endroits et de son environnement. Donc la première utilisation de son mucus, c'est déjà pour avancer. L'escargot est à l'interface parfaite entre le sol, la plante et l'atmosphère. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. D'un point de vue anatomique, 4 tentacules, 2 tentacules oculaires qui ne servent pas grand-chose, qui ne servent pas vraiment à regarder, mais qui sont surtout sensibles aux odeurs et au toucher. Et vous avez donc la bouche, les tentacules, le pied pour ramper, puisqu'en fait, c'est un gigantesque muscle. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'escargot s'active la nuit à 99% du temps, donc c'est plutôt un animal nocturne, et il se sert de la nuit pour profiter des chaleurs plus fraîches et de la rosée. Et pourquoi je parle de l'interface? Parce que l'escargot est un bioaccumulateur, c'est-à-dire qu'il est extrêmement important de savoir où est-ce qu'il a évolué. S'il évolue dans un endroit sain, avec beaucoup de bonnes choses, il va pouvoir capter toutes les choses qui sont autour de son environnement, mais s'il évolue dans un endroit pollué, il est capable de synthétiser beaucoup de pollution. Donc très attention effectivement à savoir où est-ce qu'est passé l'escargot, et notamment des escargots sauvages qui se sont baladés dans des endroits où il pouvait y avoir pas mal de pesticides, il les a captés. Alors, une autre utilisation de son mucus, puisque comme je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est le mucus de l'escargot. Grâce à ce mucus, il va pouvoir faire un épiphragme. L'épiphragme, c'est ce qui lui permet de se protéger du gel au moment de l'hibernation, puisqu'un escargot hiberne, généralement de novembre à février en fonction des températures. Et pour s'activer, il a besoin essentiellement de 3 choses, les températures clémentes, un taux d'humidité acceptable et de la nourriture. Donc c'est ce qu'on appelle un encotherme, contrairement à nous en étant des endothermes, et lui c'est un écotherme. Voilà. Et on va pouvoir donc, en fonction de son activité et si les températures baissent, il va se mettre en repos, il va hiberner
Et grâce à son mucus, il va pouvoir boucher la coquille de manière à se protéger du gel de manière assez efficace en s'enfouissant dans la terre. Donc, deuxième utilisation du mucus, l'épiphragme. Un autre mucus extrêmement important pour l'escargot, c'est la reproduction. Je vous l'ai dit, il a 540 millions d'années d'évolution naturelle et ça s'explique essentiellement par sa reproduction. Puisque l'escargot est hermaphrodite, comme tout le monde le sait, et donc il a les deux appareils génitaux, c'est-à-dire qu'il est à la fois homme et femme, donc il est à la fois femelle et mâle, mais il a besoin d'un partenaire pour s'accoupler. Son accouplement peut durer 12 heures, il va sécréter un petit dard calcaire qui sécrète avec son mucus, il va inséminer donc son partenaire et ils vont échanger leurs semences dans une spermathèque, puisque c'est là où il est très fort l'escargot. Il peut accumuler de la semence de plusieurs escargots et il est capable de féconder ses ovules plusieurs années, même sans accouplement, grâce à cette réserve. Donc il a une capacité de reproduction totalement exceptionnelle, grâce également à son mucus de reproduction. Après, quelques jours après, donc entre 15 et 20 jours après, il va pondre ses œufs. En général, une centaine, ça peut monter jusqu'à 200. Il fait un trou dans la terre avec sa tête et il va pondre par la tête une centaine d'œufs. D'accord ? Et là, on va s'intéresser à un autre mucus, qui est le mucus de ponte. Ce mucus, il va venir le mettre pour boucher le naissain et de manière à avoir une première nourriture pour les petits escargots quand ils vont sortir avant de tracer leur chemin. On a fait des analyses et c'est vrai que le mucus de ponte est extrêmement riche en protéines, puisque c'est la viscosité du mucus qui prouve la qualité des protéines à l'intérieur. Et en fait, à ce moment-là, il a besoin de mettre beaucoup de protéines pour pouvoir nourrir les petits au moment de l'éclosion des œufs. Alors, par la suite, vous avez l'alimentation de l'escargot. Donc pour ceux qui ont des jardins, vous avez pu remarquer qu'il s'attaque à peu près à tout ce qui se mange dans un jardin. Il faut savoir que donc il va râper ses aliments grâce à sa langue, qu'on appelle une radula. Donc c'est à peu près comme une râpe de menuisier, hein, 15 000 dents, c'est pour ça qu'on parle de 15 000 ou de 20 000 dents. Et il râpe les aliments. Et ce qui est très important, c'est que c'est en s'alimentant qu'il va synthétiser le calcaire. Ce qui veut dire que quand vous avez des endroits qui sont très peu riches en calcaire, des sols peu riches en calcaire, vous avez beaucoup moins d'escargots. D'accord ? Alors, en termes de coquille, puisque la coquille n'est rien d'autre que son squelette extérieur, la coquille est totalement exceptionnelle pour plein de raisons. Notamment, la première, c'est sur les fines couches de fabrication, puisque vous avez 4 couches qui ont fait l'objet, pareil, en biomimétisme, de pas mal de recherches pour pouvoir avoir des matériaux très légers et également très résistants. Et le mucus de croissance, donc c'est toujours pareil, grâce à son mucus, il va pouvoir faire grandir sa coquille au fur et à mesure au fur et à mesure qu'il grandit, donc de son évolution, et par des stries de croissance, c'est-à-dire qu'en fonction de son activité ou des moments d'hibernation, il va s'arrêter, et donc c'est ça où ça fait une strie à chaque fois, et donc on peut apprécier l'âge d'un escargot en fonction des stries de croissance. À un moment, l'escargot arrive à faire une petite collerelle au bout de la coquille, à l'extrémité, c'est ce qu'on appelle un escargot bordé, et à partir de ce moment-là, donc c'est un escargot adulte. D'accord ? Ce mucus de croissance donc lui permet de fabriquer une coquille extrêmement résistante et qui va le protéger toute sa vie. Et comme vous en avez peut-être également entendu parler, il a la faculté de régénérer sa coquille. C'est-à-dire que grâce à son mucus, si effectivement la coquille vient à casser, eh bien il va pouvoir la refaire. Si j'insiste un petit peu sur le fait de réparer sa coquille, c'est essentiellement parce que toutes les espèces d'escargots ne se valent pas en qualité de protéines dans les mucus. Pourquoi ? Parce que vous avez des escargots qui ont évolué avec des coquilles très très épaisses qui cassent très peu souvent, mais donc ils ont moins de protéines à l'intérieur pour régénérer leurs coquilles, alors que pour ceux qui ont des coquilles plus fines, elles cassent plus souvent, mais ils sont capables de la régénérer très vite, notamment avec ces glycoprotéines, et ils vont sécréter une forte concentration d'acide ribonucléique qui va leur permettre de recalcifier la coquille de l'extérieur vers l'intérieur. Il est également capable de régénérer son pied, son épiderme et ses tissus. Très puissant quand même. Après,
Je vous parle juste un petit peu un rapport mathématique de la coquille de l'escargot. Alors bon, bah moi j'aime bien les maths, je ne vais pas en parler longtemps, mais ce qui est assez intéressant, c'est que Pythagore avait déjà découvert qu'avec des triangles rectangles et des racines carrées sur les hypoténuses de 1, de 2, de 3, ça fait une coquille, la forme d'une coquille. Et Fibonacci a fait la spirale, pareil, avec un rapport mathématique assez intéressant. Et certains mathématiciens considèrent que la coquille de l'escargot prouve que les mathématiques existaient avant l'invention de l'homme et donc existe dans la nature, parce que ce rapport-là, on peut dire qu'indéniablement, il y a quand même un rapport fort en termes de distance. Je vous assure, je ne parle plus de racines carrées après. Donc, je reviens sur les mucus, puisque c'est ce qui nous intéresse dans l'hélicithérapie. Vous l'avez compris, l'escargot a beaucoup de facultés, et ces facultés, il les tire essentiellement de la façon dont il va utiliser son mucus et en fonction de ce qu'il veut faire avec. Donc s'il veut avancer, en général, il met très peu de protéines, il se protège de son substrat, il va se protéger au niveau de l'hivernation, il va se protéger du gel, il va se reproduire. Vous avez un mucus de stress qui est, comme je vous l'ai dit, son seul moyen de défense. C'est-à-dire que donc il fait des bulles avec son poumon dans son mucus en espérant que ses prédateurs trouvent qu'il ne va pas être très bon à manger. Je vous dis tout de suite, ça marche très peu. Ça marche très peu. En général, il a énormément de prédateurs et tous les prédateurs considèrent que c'est quand même bon à manger, même si ça fait des bulles. Et enfin, un mucus de ponte, donc un mucus de ponte, comme je vous l'ai dit, qui est très riche en protéines, puisque c'est le mucus qui va servir de première alimentation à nos petits escargots. Donc voilà pour la présentation de l'escargot, 540 millions d'années d'évolution naturelle. On peut s'intéresser à ce petit animal assez exceptionnel. Et d'ailleurs, on n'a pas été les premiers à s'y intéresser, puisque depuis la nuit des temps, ou au moins depuis 2400 ans, on s'est intéressé au mucus d'escargot. Hippocrate le recommandait comme régénérant cellulaire et comme cicatrisant. Pline l'Ancien également. Mona Lisa l'utilisait elle-même pour ses rides. Alors, petit aparté là-dessus, puisque quand vous développez une marque de cosmétiques à la bave d'escargot, et qu'un jour vous vous rendez compte que Mona Lisa elle-même l'utilisait, ça paraît quand même déjà quelque chose d'intéressant. Donc j'ai rencontré un professeur d'italien qui a passé une grande partie de sa vie à emmener ses élèves donc à Florence pour apprendre l'italien et pour aller faire des recherches sur Mona Lisa dont il était passionné. Et on a découvert dans des cahiers du couvent Sainte-Ursule que Mona Lisa, donc il est marqué le 29 du 10 mois d'août 1514, 7 livres reçus par Mona Lisa del Giocondo, donc femme d'un riche marchand, pour de l'extrait de bave d'escargot qu'elle nous avait commandé. Donc on est sûr, et à cette époque-là, la bave d'escargot était connue pour les rides, donc on est sûr que Mona Lisa utilisait de la bave d'escargot. Ce qu'on est moins sûr, c'est que ça soit vraiment Mona Lisa sur le tableau. Ça, c'est autre chose. Voilà. Après, il y a eu beaucoup d'apothicaires qui l'ont également utilisé pour diverses raisons, et également des médecins. Donc, depuis 2400 ans, on sait très bien que le mucus d'escargot a des vertus pour la peau. Ce n'est pas un truc qui nous est arrivé la semaine dernière. Et de nos jours, on a également énormément d'utilisation de la bave d'escargot. Une des utilisations les plus connues en hélicithérapie, puisque de l'hélicithérapie, vous en avez déjà peut-être pris chacun d'entre vous, avec l'hélicidine. L'hélicidine, c'est un sirop contre la toux qu'on peut donner aux femmes enceintes. Donc c'est encore un sirop extrêmement prescrit aujourd'hui et qui est à base donc de mucus d'escargot. D'accord. Vous avez d'autres recherches en cours, notamment une recherche sur de la colle médicale pour éviter qu'elle soit soluble avec le sang, ou également des traitements contre l'Alzheimer, sur les neurones, des choses comme ça. Donc aujourd'hui encore, il y a énormément de recherches sur cette faculté, cette puissance de l'escargot qu'il a avec son mucus. Alors, on en arrive à ce qu'a développé Mademoiselle Agathe, puisque comme je vous l'ai expliqué, une grosse évolution naturelle, et on a plus de 2400 ans de gens qui ont vu effectivement des choses intéressantes dans le mucus pour pouvoir être utilisés. Nous, de notre côté, ce que l'on a amené donc dans l'hélicithérapie pour la cosmétique, Helix, pourquoi hélicithérapie? Je vous le décompose. Helix, c'est le nom scientifique de l'escargot, c'est pour ça qu'on appelle des hélicicultures des élevages d'escargots, ou des héliciculteurs des éleveurs d'escargots. Donc Helix pour l'escargot, hélici, et thérapie pour thérapia en grec. Donc là, le soin par l'escargot, et nous, ça, on l'a développé pour la cosmétique. Donc l'hélicithérapie, et ce que nous avons développé, c'est
tous les bienfaits des protéines de la bave d'escargot dans des soins certifiés bio et 100% français. Soins cosmétiques, bien sûr. D'accord? Et la première des choses que l'on a apporté à cette nouvelle cosmétique, c'est l'élevage. Comme je vous l'ai dit, l'important, c'est de savoir où est-ce que l'escargot a été élevé. Donc, protéger son environnement des pollutions, évidemment, des prédateurs. Et nous, ce que l'on s'est mis, il y a eu beaucoup de recherches, et ce qui a été le plus important pour nous, c'est d'arriver à faire une récolte dans le plus grand respect de l'animal. Et bien souvent, dans la nature, plus on fait attention à l'animal, plus on respecte l'animal, et en général, plus ce qu'il nous donne, c'est de bonne qualité. Donc nous, on va élever nos escargots tout au long de l'année. Ce sont des gros reproducteurs, donc en fait, ils ne rentreront jamais dans l'alimentation, dans la chaîne alimentaire, ils ne sont jamais mangés. Ils sont juste là pour se reproduire d'année en année, d'accord? Et on va faire une récolte, on va aller prélever un mucus très riche en protéines, donc un mucus tout de suite après la ponte. C'est dans ce mucus qu'on trouve le maximum de protéines, et on va faire donc une stimulation de l'escargot pour un peu lui faire croire qu'il est encore en train de pondre, d'accord? Et c'est le moment où on le dérange le moins dans son cycle naturel, et c'est au moment où son mucus est le plus riche dans son cycle, d'accord? Ce mucus, pourquoi il a besoin d'être visqueux? Puisque malheureusement, je sais que ce n'est pas très glamour, mais c'est bien l'effet de viscosité qu'on recherche. Un mucus qui est visqueux, ça veut dire qu'il y a beaucoup de protéines liées les unes avec les autres, et c'est ce qui donne cet aspect donc ni liquide ni solide, mais de mucus, contrairement à un mucus de stress mécanique que l'on peut trouver et qui là, lui, n'a que très peu d'intérêt pour la cosmétique. Une fois qu'on a récupéré cette matière brute, elle est chargée évidemment en beaucoup de bonnes choses, mais également en bactéries. Donc le but du jeu, ça va être de faire chuter le taux de bactéries tout en conservant les protéines d'intérêt. Pour ça, on va faire un extrait à basse pression à froid. Ça, c'est extrêmement important puisque le seul moyen de décrocher les protéines d'intérêt, c'est de réaliser des extraits. C'est ce qu'on fait avec les plantes depuis tout le temps. Si on ne fait pas d'extraction, on va avoir du mal à détacher les protéines qui nous intéressent. Donc on fait un extrait à basse pression à froid qui fait qu'on ne chauffe pas trop fort et on ne monte pas en pression puisque toutes les protéines que l'on cherche sont des protéines plutôt fragiles. Si on les chauffe de trop, elles vont exploser de leur structure 3D et même si elles sont présentes, elles ne seront plus bioassimilables par la peau. Donc notre rapport à l'hélicithérapie, c'est vraiment d'abord une récolte à la main, escargot par escargot, dans le plus grand respect de l'animal, et la réalisation d'un extrait à basse pression à froid, avec un solvant qui va venir décrocher les protéines d'intérêt. Le solvant, c'est souvent ou de l'eau ou de l'huile, de manière à aller capter tous les bienfaits du mucus. Cet extrait, une fois réalisé, on va l'intégrer. Alors non, pardon, j'en ai sauté. Cet extrait, du coup, on l'a analysé. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quelle est la preuve de tous ces bienfaits et qu'est-ce qu'il y a réellement à l'intérieur de la bave d'escargot? Moi, quand j'ai commencé les cosmétiques, je me suis rapproché d'études qui avaient pu être faites, mais étant donné que très peu d'études étaient publiques, j'avais peu d'informations, mis à part collagène, élastine, un peu tout ce qu'on peut lire à droite, à gauche. Donc, on a fait une spectrométrie de masse avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui nous a permis d'identifier plus d'une centaine de protéines. Et sur ces 100 protéines détectées, on en a identifié à date 23. Ce qui est assez impressionnant, c'est que sur les 23 protéines que l'on a réellement identifiées, sur lesquelles on est sûr, elles ont tout un rapport avec la peau, direct ou indirect. C'est-à-dire, ou c'est des protéines de peau, que l'on a, nous, à l'état naturel dans la peau, ou c'est des protéines en rapport avec le système immunitaire de la peau, en rapport avec les collagènes, ou des collagènes de peau. Le collagène, par exemple, vous en avez dans tout le corps, dans les os, dans les yeux, dans les cheveux. Nous, les collagènes que l'on a trouvés dans notre extrait de bave d'escargot, puisque là, ce qui a été testé, c'est l'extrait final que l'on intègre dans nos cosmétiques, et non pas la base brute, c'est bien l'extrait. Les collagènes que l'on a trouvés dans notre extrait sont tous des collagènes de peau. Donc c'est quand même assez impressionnant, et sincèrement, 23 protéines où à chaque fois qu'on regarde, on se rend compte qu'elles ont un rapport avec la peau, ça veut quand même, à mon sens, dire quelque chose. Après, on a fait une chromatographie avec l'université de Rouen pour savoir, on sait donc toutes les protéines qui sont à l'intérieur, mais après l'intérêt c'était de savoir quelles étaient les majoritaires, quelles sont celles les plus présentes.
Et les deux protéines les plus présentes sont l'hémocyanine et l'actine. L'hémocyanine, c'est un régénérant cellulaire. On le sait depuis longtemps. Chez nous, les vertébrés, alors l'hémocyanine, ça sert à transporter l'oxygène dans le sang. Chez nous, les vertébrés, c'est plutôt l'hémoglobine, c'est pour ça que notre sang est rouge. Chez les invertébrés, c'est plutôt l'hémocyanine. D'accord ? Et l'hémocyanine, on sait depuis très longtemps, en cosméto, c'est utilisé, que c'est un régénérant cellulaire. Et l'actine, qui est un cicatrisant. Ce qui est intéressant de noter sur cette étude, c'est que il y a 2400 ans, Hippocrate, Pline l'Ancien disait c'est bon pour la peau, c'est régénérant et c'est cicatrisant. Et 2400 ans, avec des machines très évoluées, on se rend compte que les deux protéines présentes, c'est l'hémocyanine et l'actine, qui sont des régénérants et cicatrisants. Comme quoi, le simple fait de bien observer la nature nous évite des fois des très grosses machines pour pouvoir trouver des choses. Après, on a de la tubuline, qui est un marqueur du vieillissement également. Et en métabolite secondaire, donc là, quelque chose de plus petit, on a découvert de la vitamine D. De la vitamine D qui serait, elle, donc biodisponible pour l'humain, pour la peau. Et ça, c'est vraiment une recherche qui va faire sûrement l'objet d'une publication scientifique, puisque c'est la première fois qu'on l'avait vraiment détectée. Et la vitamine D, c'est une vitamine extrêmement importante pour la peau, qui serait là, biodisponible et assimilable par la peau. Donc ça, c'était un très bon résultat. Alors, de toutes ces études scientifiques, puisque l'hélicithérapie repose en fait sur 4 éléments, 540 millions d'années d'évolution naturelle, je vous l'ai dit, 2400 ans de thérapeutique. Ça repose également sur un élevage, une récolte dans le plus grand respect de l'animal et sur des analyses scientifiques qui ont prouvé tous les bienfaits, enfin toutes les protéines présentes dans la bave d'escargot. Donc on a établi 6 bienfaits par rapport à toutes ces protéines. Le premier, c'est l'hydratation pour la collagénèse de la peau, donc avec le collagène, l'élastine présente dans le mucus. Vous avez la régénération avec l'hémocyanine, comme je vous en ai parlé, la purification avec des peptides antimicrobiens qui sont rien d'autre que des petits antibiotiques naturels que l'escargot sécrète tout au long de sa vie pour se protéger de son environnement et donc qui vont être très intéressants pour les problèmes d'acné, pour éviter que les bactéries prolifèrent sur la peau. Vous avez un effet cicatrisant avec donc l'actine que je vous ai parlé, antioxydant avec les vitamines, notamment la vitamine D, et un exfoliant doux avec l'acide glycolique qui va permettre de redonner du teint. Donc on a pu établir 6 bienfaits, 6 actions de la bave d'escargot que l'on a pu prouver par nos recherches scientifiques. D'accord ? Après, cet extrait, une fois qu'on l'a identifié, qu'on l'a analysé et qu'on lui a donné des fonctions, on l'intègre dans des formules. Alors, il faut déjà savoir que malheureusement, l'actif miracle n'existe pas. C'est-à-dire que si je vous donne juste l'extrait de bave d'escargot que vous devez vous appliquer sur la peau, malheureusement, ça ne va pas avoir une énorme efficacité. Pourquoi ? Parce que ça va mal pénétrer dans la peau. Le plus important, c'est d'arriver à une osmose entre une formulation végétale bio et notre extrait de bave d'escargot. Et c'est bien l'osmose des deux qui va permettre de faire pénétrer les protéines dans la peau et donc d'apporter l'efficacité des soins. D'accord ? Moi, qui ai donc développé cette marque de cosmétiques, mon seul apport à la cosmétique a été tout simplement de remplacer l'eau des formules par de l'extrait de bave d'escargot. Donc, je n'ai pas fait grand-chose, mais ça, c'est moi qui l'ai fait. Et à l'époque, c'était à l'inverse de ce qui se fait en cosméto. Parce qu'en général, on mettait 2-3% et on revendique l'actif que l'on a mis à 2-3%. Là, l'idée, c'était vraiment de charger toute la phase aqueuse sur de l'actif pour avoir quelque chose d'efficace et une osmose entre donc, le végétal et l'actif animal. Alors, j'en finirai rapidement par 2 petites études cliniques que l'on a réalisées cette année sur l'effet anti-âge. Donc ça, c'est une étude clinique qu'on a réalisée sur des explants de peau humaines complètes, donc l'épiderme, le derme, l'hypoderme, d'accord ? Et on a appliqué notre produit sur plusieurs semaines pour voir comment ça réagissait. On a plus 97% d'augmentation d'adiponectine. L'adiponectine permet de stimuler la collagénèse de la peau, le réseau de collagène. Il faut savoir que ça, c'est un effet anti-âge flagrant et certain. C'est-à-dire qu'à partir de là, on sait qu'il y a un vrai effet anti-âge. Et la deuxième chose qu'on a découvert également, c'est plus 153% de stimulation de l'acide hyaluronique de la peau. Et ça, pareil, ça prouve bien un effet anti-âge. D'ailleurs, pour être tout à fait franc, si on demande à un cosmétique un effet anti-âge plus fort que ça, on n'est plus dans la cosmétique.
Parce que la cosmétique, c'est le fait de pouvoir traiter l'épiderme. Et là, on est vraiment au maximum de ce qu'on peut demander à un cosmétique qu'on pose sur l'épiderme. La stimulation de la collagénèse de la peau et la stimulation de l'acide hyaluronique. D'accord ? Après, on a fait une dernière étude aussi scientifique au niveau de l'effet bactériostatique de notre gel acné, qui permet donc, l'effet bactériostatique est extrêmement important puisque ce n'est pas bactéricide. Si on met un produit qui est bactéricide, vous allez enlever toutes les bonnes protéines de la peau, donc la peau va refaire du sébum pour refaire la flore bactérienne, et on recommence avec une surproduction de sébum. Quand on a des problèmes d'acné et de peau grasse, ce n'est pas une bonne chose. Donc en fait, on a un effet bactériostatique qui va tout simplement éviter que les mauvaises bactéries pénètrent la peau et enflamment avec l'acné. Alors, je suis presque arrivé au bout. La petite présentation de notre gamme, peut-être vous ne la connaissez pas vraiment, donc je vous en parle. Vous avez un côté hydratant avec plusieurs produits, donc notamment pour les peaux normales, les peaux mixtes, d'accord ? Le purifiant pour tout ce qui est peau grasse, puisque vous êtes d'accord qu'on ne va pas traiter des peaux grasses comme des peaux sèches, donc on a besoin de formulations adaptées au style de peau. Donc purifiant pour tout ce qui est peau grasse, peau acnéique, un effet anti-âge avec une catégorie anti-âge pour les peaux matures, les peaux sèches, la catégorie éclat pour les taches pigmentaires et une catégorie aussi réparée pour les peaux sensibles, les peaux fragiles qui sont sujettes aux dermatites atopiques, notamment le psoriasis ou l'eczéma. Donc on a un peu plus de 35 formulations, ce qui nous permet de pouvoir proposer des routines de peau pour toutes les problématiques existantes aujourd'hui. Alors, j'en finirai par cette petite image, puisque moi, en 2013, j'étais dans un secteur d'activité totalement différent où j'ai changé de vie. Et c'est souvent une belle rencontre qui font des grandes aventures. Et donc, c'est la rencontre de Patrice. Donc, Patrice, c'est celui qui n'a pas les lunettes. Vous aviez revu? Bon, ça va. Et donc, Patrice, lui, m'avait expliqué tous les bienfaits de la bave d'escargot, m'avait expliqué qu'il avait fait 3 ans, 4 ans d'études pour savoir comment on pouvait récolter le mucus sans martyriser l'animal et en ayant de grosses matières sèches, puisque dans la bave d'escargot, on sait que c'est entre 90 et 99% d'eau. Et quand on récolte à la main de notre façon, on est plus sur 90% d'eau que sur 99%. Donc c'était ça qui était important. Pour lui, c'était ce qu'il appelait de la matière sèche. Après, avec nos études scientifiques, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était les liaisons protéiniques qui faisaient cette matière sèche, d'accord ? Et on a donc commencé en 2013. En 2014, on a plutôt formulé. On a commencé la commercialisation en 2015, donc ça fait un peu plus de 6 ans. Et en 6 ans, on a pu évoluer. Donc aujourd'hui, on va faire un peu plus de 2,5 millions de chiffre d'affaires cette année. On vend à peu près 600 produits par jour et on a un peu plus de 500 magasins qui nous distribuent en France. Donc voilà, j'espère que je vous ai intéressé sur l'hélicithérapie, que j'ai été clair. Et bien sûr, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, eh bien j'y réponds. Merci. Bah, je vous la refais. Voilà. Ouais. Bon, bah écoutez, pour moi, si vous avez des questions, avec plaisir. Ouais, madame. La vitamine D, ouais. Ouais. Sur la peau, en général, cicatrisation, régénération. Toujours pareil. C'est-à-dire que c'est ça qui est assez dingue quand on regarde, à chaque fois qu'on va creuser un peu, la vitamine D, elle a un rôle important dans la régénération de la peau et dans la cicatrisation, comme l'hémocyanine, comme l'actine. C'est-à-dire qu'on revient toujours un peu à la même chose. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre que tous les gens qui ont travaillé avec des escargots, aux États-Unis, si le mucus d'escargot a été connu, c'est essentiellement à cause du ketchup. Parce qu'il y avait énormément de gens qui ramassaient les tomates pour le ketchup et on voyait que tous les gens qui ramassaient les tomates du ketchup, ils avaient tous des mains nickel parce que beaucoup d'escargots sont obligés de virer les escargots. Donc tous les gens qui ont travaillé avec les escargots se rendent compte qu'effectivement, on a un intérêt pour la peau. Ça vient de la vitamine D, de l'hémocyanine, de l'actine, mais des protéines cérases et tout un tas de protéines présentes. Voilà. L'hélicithérapie. Nouvelle cosmétique. On est bon? Eh bien, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci.